la une, la mer menace et elle restera menaçante au moins jusqu'à vendredi. Météo France a lancé sa vigilance jaune depuis hier soir pour forte houle sur tout le littoral. La population déjà marquée par des périodes d'importantes érosions se prépare avec inquiétude. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, celle montrant le président de région, le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, séparant deux femmes dans une rixe près du marché de Cayenne lundi. Pour le président, son geste n'a rien d'héroïque. À la rencontre d'une jeune auteure, Évrard Paillet, juriste de formation, a publié son premier roman l'an dernier, un livre qui traite de la violence sous toutes ses formes, découverte à suivre dans ce journal. Enfin, c'est plus qu'une surprise pour les plaisanciers. Des ossements d'esclaves ont fait leur apparition il y a quelques semaines sur une plage en Guadeloupe. Des autorités s'organisent pour préserver les lieux et retracer leur histoire. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre session d'information. Nous ouvrons ce journal avec cette image, celle d'un accident spectaculaire qui s'est produit aux alentours de midi aujourd'hui. Une collision impliquant un poids lourd et deux véhicules légers sur l'échangeur en direction de Balata. Aucune victime n'est à déplorer, mais les ralentissements provoqués par cet accident en ont généré un autre, impliquant cette fois deux cyclomoteurs. Ce dernier accident aura causé un blessé léger, évacué un peu plus tard par les pompiers. Je vous le disais en titre, c'est une intervention musclée. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, tenter de séparer deux dames en pleine bagarre. Les faits se sont déroulés lundi, non loin du marché de Cayenne. Et comme c'est souvent le cas de nos jours, la scène a été filmée et postée sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, circonstances oblige, les commentaires ne manquent pas pour le président de la CTG. Toutefois, son intervention n'a rien d'extraordinaire. Mia Pierre nous raconte ça. Comme Nadeline et Irina, ils sont nombreux à visionner cette vidéo. Depuis quelques jours, elle circule sur les réseaux sociaux. On peut y voir le président de la collectivité territoriale de Guyane s'empresser de séparer deux femmes qui se battent. Rodolphe Alexandre pratique les arts martiaux. Pour lui, les bagarres ne devraient pas se faire sur la place publique. Ce genre de comportement est à bannir et n'est pas à l'image de la Guyane. Je trouve horrible de voir des femmes d'abord se battre dans la rue et d'arriver parfois dans des gestes comme cela aux mains. Mais je considère qu'il y a des lieux, des salles où l'on peut se laisser aller à son sport. Mais dans la rue, en plus, la mère de la personne qui était agressée était là avec sa fille. Ce sont des moments particulièrement pathétiques, violents et stupides. Je pense que nous avons suffisamment de raisons d'intelligence pour pouvoir discuter. Sur les réseaux sociaux, cette vidéo fait le buzz. Rodolphe Alexandre en mode super-héros avec son petit corps là. Eh bien notre président n'a pas de limite dans cette fonction, il doit même faire le gendarme lol. Dans les rues de Cayenne, certains saluent son courage. Que c'est un acte tout à fait civique, séparer un combat, puisque personne n'a agi à ce moment-là. On le voit courir alors que les personnes sont juste à côté, font comme un semblant de les séparer et c'est tout. Et on voit une personne asiatique en train de crier et ils font rien de plus en fin de compte. Il n'a pas réagi comme quelqu'un qui a la grosse tête. Un politicien qui a la grosse tête, il se mélange pas trop à la population. C'est juste qu'il ne vient pas juste au moment des élections se présenter aux populations. Je pense qu'il a bien fait, déjà de la part d'un politicien. Et donc voilà, il a fait un bon geste. Alors que d'autres voient là un coup de communication. J'ai l'impression que c'est un espèce de coup monté, que Rodolphe Alexandre il arrive comme ça, là il y a personne qui fait rien autour alors qu'elles sont en train de se battre. J'ai vu d'autres bagarres dans ma vie, mais on va dire oui, elles se battent. Et lui, il arrive, il les sépare comme ça. Je sais pas. À l'origine de cette altercation vive et violente, une addition non payée dans un restaurant. Ce n'est pas la première fois que Rodolphe Alexandre s'interpose entre deux personnes qui se battent. Il espère ne plus avoir à recommencer.
Nous vous en parlions hier, les services météo de Guyane ont émis un bulletin de vigilance jaune pour mer dangereuse sur toute la bande du littoral et le proche intérieur depuis hier soir jusqu'à vendredi. Dans ces conditions, il est déconseillé de se baigner et il est fortement recommandé aux personnes vivant en bord de mer de protéger leurs biens. Inquiets, les habitants se préparent à faire face à la menace. Jonathan Lariot. Ces images, elles sont bien connues des habitants du littoral de Cayenne. Des vagues qui menacent les habitations situées en bord de mer. Ce sont là des images de l'an dernier, lors du dernier avis de forte houle émis par la préfecture. Laurent et sa tante ont déjà eu fort à faire pour se protéger de ces fortes marées. Donc j'ai renforcé un petit peu par du béton et des rochers, parce que pour que ça puisse limiter, en essayant de faire un genre de digue incurvé pour que l'eau reparte. Mais bon, je sais qu'à n'importe quel moment, si la mer est vraiment forte, ça peut ne pas suffire. Ces marées hautes, c'est parce que ça peut rentrer à la maison. Et ça a fouillé toute la terre et ça rejoint la barrière et ça risque même de rentrer à l'intérieur. Mon mari, il avait fait une dalle, là, vous voyez, ça a tout creusé. Même moi, je ne peux même pas descendre. Il a fallu que ce soit mon neveu qui me donne la main pour descendre, parce que tout ça s'était rempli. De jour en jour, ça devient plus grave. Ça devient plus grave. Des mesures de prévention qui se sont déjà révélées efficaces par le passé et qui pourraient être de nouveau mises à l'épreuve à partir de demain. Météo France annonce une vigilance jaune pour une mer dangereuse jusqu'à vendredi. Les vagues ont une certaine énergie et en arrivant sur les côtes d'Amérique du Sud, libèrent cette énergie sur la frange littorale et c'est là où est le danger en fait. Il faut savoir qu'il y a des marées importantes, il y a plus de 3 mètres de marée haute actuellement. Donc on a par exemple ce soir vers 20h une marée qui est à 3,40 mètres. Donc le plus gros du phénomène on l'attend demain, avec encore des marées supérieures à 3 mètres. Et c'est à ce moment-là, au moment de la marée haute, où il faut être vigilant, quoi. Il faut donc faire attention aux activités en bord de mer et puis aussi éventuellement essayer de protéger si c'est possible. En fin d'après-midi, déjà quelques signes de montée de la marée sont visibles à la place des Amandiers. Selon Météo France, on peut s'attendre à plus de 3 mètres de marée haute. C'est un conseiller municipal de Maripasoula qui avait tiré la sonnette d'alarme. Aïkoumale Almin a signalé la présence de plusieurs bidons de produits toxiques flottant sur le Maroni. Il a adressé jeudi dernier un courrier au maire de sa commune et à la députée Chantal Berthelot. Il s'agirait de bidons ayant contenu un produit toxique et qui auraient servi pour la future centrale électrique des villages du Haut-Maroni. Explication, Xavier-Paul Lepelletier. C'est un projet qui se veut exemplaire. Pourtant, en laissant des emballages d'acide s'entreposer sur les berges d'Antekumpata, les responsables du chantier de la future centrale ont donné aux habitants une impression bien différente. Et avec la montée des eaux, les bidons bleus se sont retrouvés emportés en aval. Pour Aïkoumale Amelin, élu Guyane Écologie du conseil municipal de Maripasoula, une telle situation est difficile à concevoir. Donc je me suis dit que c'est pas possible. Donc je suis allé, en fait, les bidons étaient éparpillés parce que l'eau a dépassé la berge. Il ajoute que contrairement à ce qu'affirme la société Sunzil, les bidons n'auraient pas été totalement vidés. Quand j'ai versé sur les herbes l'eau qui était rentrée par le trou qui l'ont percé, donc ça a tué l'herbe. Ça veut dire qu'il y avait encore des produits qui restaient dedans. Contactés en métropole par nos soins, les fournisseurs du produit sont tout autant surpris d'un tel entreposage et nous rappellent les précautions d'usage concernant l'acide sulfurique. Il est bien précisé que le produit ne peut ni être mis à la décharge ni évacué dans les égouts, les caniveaux, les cours d'eau naturels ou les rivières. Que notre nom puisse apparaître comme ça par de telles non-conformités d'usage par les utilisateurs. Je trouve ça tout à fait dommageable. Il n'y a heureusement pas de grande crainte à avoir quant à un impact au long cours sur l'environnement. Étant donné le débit du fleuve, le pH des eaux d'Antekumpata n'aura été que provisoirement acidifié. Un homme est porté disparu, Joséphat Reynaldo. Il était parti chasser en forêt dans la matinée du 9 janvier dernier sur la route d'Apatou à Saint-Laurent. Il n'a donné aucun signe de vie depuis cette date. La gendarmerie lance un appel à témoins. Si vous disposez d'informations, merci de vous adresser à la gendarmerie de Saint-Laurent du Maroni au 0594 34 10 54, le numéro qui s'affiche en ce moment sur votre écran.
Restez avec nous dans quelques instants. Nous partons du côté de chez nos voisins de la Martinique à la découverte de l'arbre le plus dangereux au monde, le mancenillier. Et puis nous parlerons de cette affaire qui secoue le monde carnavalesque. Aujourd'hui, le chanteur Joël Zorobabel est conduit du groupe Les Mécènes sans cérémonie. Rencontre à suivre dans quelques instants. Mais d'abord, nous parlons science maintenant avec notre invité ce soir, Raphaël Rinaldo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable scientifique du parc amazonien de Guyane et vous êtes là pour aborder avec nous la question de cette mission scientifique qui se tient en ce moment sur le mont Itoupé, qui se trouve donc entre Saül et Camopi. C'est le 3e plus haut sommet de Guyane. Qu'en est-il exactement ? Le mont Itoupé en fait est un site très très intéressant. Donc c'est une montagne qu'on appelle forêt tropicale à nuages qui a un climat particulier. Et puis en Guyane en fait qui est orientée différemment des autres montagnes puisqu'elle a une orientation nord-sud, alors avec un versant très très venteux et qui a une forêt un peu type Fontainebleau, et puis l'autre une forêt un peu forêt enchantée style conte de Disney, voilà. De quoi enchanter en tout cas les 12 scientifiques qui sont sur place depuis la semaine dernière. Quel est l'objectif concret de cette mission ? On parle d'inventaire, mais de différents programmes aussi qui vont suivre. Qu'est-ce qui va se passer exactement ? Tout à fait. Alors la première chose, donc il s'agissait d'organiser une mission en saison des pluies pour nos amis spécialistes herpétos, donc ce sont des spécialistes en fait des amphibiens et plus précisément de certaines grenouilles. Donc en saison des pluies, c'est le pic d'explosion et de reproduction. Donc fallait finir cet inventaire. Ensuite, on a des personnes qui continuent en fait à faire l'inventaire des différents insectes. Et puis on a également le relevé de capteurs météo qui ont été posés en 2014. Et puis d'autres programmes qui sont venus un peu s'additionner pour pouvoir collecter d'autres types d'échantillons. En parlant de ces autres programmes qui sont un petit peu à côté, mais non moins intéressants, on parle de traces anciennes de populations qui auraient vécu là-bas il y a très longtemps. Alors oui, il est possible en fait que pas trop loin de notre base vie, il y ait eu dans les temps précolombiens donc peut-être des traces de vie, donc à confirmer par justement les différentes explorations qui pourront avoir lieu. Et c'est un site sur lequel en fait on compte retourner tous les 2, 3, 4 ans. Enfin ça dépend des financements parce qu'au vu de sa position c'est vraiment assez cher d'y aller. On peut y accéder qu'en hélicoptère et ça a un coût certain. Vous parliez justement à plusieurs reprises vous allez sur les lieux. C'est déjà la 3e fois que des scientifiques se rendent là-bas. Qu'est-ce qui a déjà été observé pour le moment depuis 2014, la première mission sur ce mont Itoupé ? Alors depuis 2010, puisque 2014 en fait c'était juste avant celle-là, la mission de saison sèche, en fait, en gros le pendant saison sèche. Alors depuis 2010, donc on a pu découvrir une dizaine de nouvelles espèces d'insectes pour la science. Une vingtaine pour la Guyane. Ensuite, on a pu également observer une espèce d'arbre qui serait inféodé à des climats très très particuliers. En fait, c'est aussi le type de grenouille qu'on va chercher. C'est-à-dire qu'en fait, là, on essaye aussi de voir si on n'a pas des grenouilles qui pourraient être spécifiques à une altitude ou à un type d'humidité. Et bien, si la température mondiale monte, l'altitude à laquelle on va retrouver ces grenouilles au fur et à mesure des années va monter. Voilà. Alors justement, on parle de température mondiale, donc on va observer les changements climatiques sur ce mont Itoupé. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce mont particulièrement ? Justement parce que on soupçonne, de par les inventaires qu'on a déjà faits, qui ont permis de trouver des espèces qui corroborent ce qu'on appelle la théorie des refuges, c'est-à-dire qu'un jour, dans les temps très très anciens, le mont Itoupé a été un refuge pour certaines espèces quand il y a eu des grands épisodes de sécheresse en Amazonie. Et en fait, il est très 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 souvent ennuagé. Quand on regarde un peu la couverture nuageuse de la Guyane, c'est le point qui, quoi qu'il en soit, reste toujours ennuagé. Et donc, du coup, on sait que si on observe à minima la couverture nuageuse, on aura quand même une idée de l'impact des changements climatiques à l'échelle régionale.
En tout cas, donc, le mont Itoupé reste toujours ennuagé. Toutefois, les scientifiques ont quand même une difficulté en ce moment, c'est qu'on est en période des pluies, mais on n'en a pas tant que ça finalement. Tout à fait. Alors, le vrai problème est là, c'est-à-dire qu'on a des herpétologues qui, eux, aiment partir en saison des pluies, parce qu'en saison des pluies, il y a le pic de reproduction des grenouilles. Et puis, il y a aussi les vers de terre, voilà, une discipline un peu moins connue, mais il y a des spécialistes pour tout, vous voyez. Et en fait, en ce moment, on a un très très gros souci, puisque ça fait, il a plu pendant les 2 ou 3 premiers jours, et là, il ne pleut plus. Donc, ils prient pour qu'il puisse pleuvoir et qu'il puisse enfin. Alors, ils ont fait des observations, mais on n'entend pas aussi bien les grenouilles quand il pleut que quand il ne pleut pas, puisqu'on a des pics de reproduction, et surtout, on les entend, parce que souvent, en fait, c'est pas forcément à la vue qu'on va détecter les grenouilles, mais c'est aussi au chant, voilà. Alors, à quoi ces découvertes vont-elles servir au final ? Alors, d'une, à faire progresser la science, parce que ça, voilà, quand vous découvrez des nouvelles espèces... Il faut quand même du temps pour faire progresser la science. Il faut du temps, parce que vous voyez, par exemple, les nouvelles espèces pour la science, elles ont pu être décrites et découvertes en tant que nouvelles pour la science au bout de 4 voire 5 ans. Pour certaines, c'est 10 ans, parce qu'en fait, il faut le temps de bien s'assurer que vraiment ce soit des nouvelles espèces pour la science, donc faire le tour du monde, en fait, puisque souvent, c'est un spécialiste qui est dans un endroit bien particulier. Voilà. Et puis, on a aussi le prélèvement d'un champignon qui est en train de décimer en ce moment pas mal d'amphibiens sur la planète, qui est le chytride. Et donc, en fait, on aimerait voir si ce champignon est présent. Et puis, enfin, en suivant les changements climatiques sur ce mont qui est assez particulier, on peut aussi apporter notre contribution au réseau de suivi des changements climatiques qui existe à l'échelle de la région, du plateau des Guyanes et puis du monde, quoi. Et donc, toutes ces informations prélevées sur le mont Itoupé permettront de faire avancer la Guyane et la science de manière générale. Merci. Nous espérons. Merci beaucoup, Raphaël Rinaldo, d'avoir répondu à nos questions. On espère qu'il va pleuvoir pour les scientifiques sur place au moins jusqu'à dimanche. On parle de science toujours. Il est des pays où on appelle l'arbre de la mort. Selon le Guinness des records, il est le plus dangereux du monde, le mancenillier. Le mancenillier, est un arbre que l'on retrouve souvent sur les plages de Martinique, mais attention à ne pas confondre avec son antidote, car il peut être difficile à reconnaître. Il a de nombreux voisins qui lui ressemblent. Comment les différencier? C'est ce qu'essaye de nous expliquer Louis Sabas. Regardez. Au fond, le feuillage toxique de mancenillier, et à quelques mètres à peine, celui de l'inoffensif poirier. 2 arbres qui se ressemblent en de nombreux points. Alors, pour ne plus se brûler à l'épineuse question duquel est dangereux, une solution, le test de la feuille, à faire avec beaucoup de précautions. Vous voulez en être sûr, vous prenez votre feuille, vous la pincez, vous faites bien attention à ne pas bien sûr toucher au latex, et vous voyez, la sève blanche apparaît, elle va continuer de couler, c'est donc cette sève qui est génératrice de graves brûlures ou de risques d'intoxication si on commence à mettre à la bouche. Autre moyen de distinction, le tronc du poirier est plus rugueux que celui du mancenillier. Si les services de l'ONF le signalisent par une bande rouge, difficile de le faire sur des milliers d'arbres. Et s'ils sont bien connus des Martiniquais, c'est rarement le cas chez les touristes. Sans le savoir, ces 2 femmes s'abritent du soleil à 1 mètre à peine de l'arbre redouté. J'ai juste vu le nom quelque part, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Ce serait normal qu'on soit informé pour éviter les accidents, tout simplement. Dans le sud, résiniers et poiriers se retrouvent en grand nombre. Il y a aussi le catalpa, très souvent confondu avec le mancenillier à cause de ses fruits. Aucun des 2 n'est comestible, mais l'ingestion de celui du mancenillier peut provoquer la mort. Un arbre très dangereux, même pour les professionnels de l'ONF, qui doivent s'équiper en conséquence en sa présence. Ils ont une combinaison blanche, comme vous voyez par exemple les gens dans les centrales nucléaires, et je ne présente pas, c'est exactement la même chose, avec une capuche, des lunettes, des gants, ils sont complètement enfermés dans ces combinaisons blanches et ne peuvent travailler que 2 heures d'affilée, parce que même avec la sueur et la transpiration, ça arrive à leur brûler le visage quand même. En Martinique, le marquage de l'arbre tend à disparaître pour des raisons écologiques. L'ONF se tourne désormais vers l'information et l'éducation de la population et des visiteurs, afin de reconnaître au premier coup d'œil l'arbre le plus dangereux du monde. En science toujours, nous partons en Guadeloupe maintenant où il y a quelques semaines une découverte pour le moins surprenante a été faite. Des ossements d'esclaves sont apparus sur des plages des Raisins Clairs à Saint-François. Une solution aurait été trouvée pour les préserver. Un film géotextile sera déroulé sur les lieux pour tenter de les protéger dans les prochaines semaines. Loïs Ignace nous le raconte. Des ossements visibles qui sortent du sable, une colonne vertébrale apparente et un crâne sur le sol. Ces touristes en promenade apprennent à leur grand étonnement qu'un cimetière d'esclaves est enfoui sous le sable.
Je me dis que peut-être qu'il faudrait effectivement le protéger comme il est là ou encore mieux, parce que c'est peut-être pas très agréable de se coucher ou de marcher sur des ossements humains quand même. Ça fait un petit peu... nous on est en vacances, ça donne pas envie. Des barrières ont été installées, mais pour ce responsable d'un restaurant situé sur la plage des Raisins Clairs, il faudrait que les travaux se fassent plus rapidement. Les barrières sont utiles, les barrières ont leur utilité parce que les barrières, supposons qu'il y a des enfants qui chahutent là et qui tombent. La responsabilité incombe à qui? Donc il faudrait déjà trouver les responsables, donc par mesure de sécurité, ils ont mis les barrières. Les choses sont ici, il faut faire avec, il faut patienter, je crois que ça viendra. Bon maintenant, il ne faudrait pas que ça traîne trop en longueur. Du côté de la municipalité, des travaux doivent être réalisés pour protéger ce site. C'est un dossier que la commune suit particulièrement. Des dispositions ont été prises pour pouvoir conforter sur ceci et mettre ce site un peu à l'abri. Ce qui consistera, d'après ce qui est retenu, de mettre des pieux suffisamment, de faire un apport de sable et de végétaliser l'ensemble du site pour ce qui concerne par ici. La municipalité de Saint-François compte également sur l'aide de l'État et du Conseil régional pour résoudre ce problème qui coûte 300 000 €. Pour l'heure, aucune date de début de travaux n'a été annoncée. L'incompréhension, c'est le sentiment de Joël Zorobabel après une saison effectuée l'an passé avec les Mécènes sur la scène du Dancing Paulina. Le chanteur était conduit par le groupe, ou en tout cas, il n'a pas été rappelé, et ce, sans explication. Jonathan Lariot est allé à sa rencontre. Écoutez. Si les gens ne sont pas d'accord avec moi, qu'ils me le disent vraiment, mais qu'ils n'attendent pas qu'il y ait cette période carnavalesque pour pouvoir, entre guillemets, régler les comptes. Non, on n'est pas là pour régler des comptes. La musique, c'est ma vie, c'est ma profession, c'est mon métier. Et je me voue corps et âme par rapport à ça. Maintenant, si les personnes n'ont pas suffisamment les corones pour ne pas avoir le terme français, mais je pense que les hispaniques comprendront ce que je dis, s'ils n'ont pas suffisamment les corones, de pouvoir venir et te dire écoute, voilà, that's it, c'est bon. Moi, je continue à vivre. Il y a eu une vie avant les Mécènes, il y aura une vie après les Mécènes. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager la scène avec eux. Énormément de plaisir à partager la scène avec eux. J'aurais aimé partager cette scène avec eux avant de quitter la Guyane, parce que je suis amené à quitter la Guyane pour m'envoler vers de nouvelles aventures. Mais malheureusement, je n'ai qu'une chose à dire, c'est merci. Parce qu'ils m'ont apporté quelque chose et ça fera partie de mon expérience. Et jamais je cracherai dessus. Un mot de littérature maintenant avec une jeune auteure, Évrard Paillet. Son premier roman de peau et de sang a été publié l'année dernière aux éditions Edilivre. Et il traite de la violence sous toutes ses formes. Un premier ouvrage pour cette juriste de formation, passionnée de lecture, d'écriture et membre de l'association guyanaise d'édition. Ayodele Germa est allée à sa rencontre. Boum boum, tambourine Guylaine sur la porte de l'appartement de son amie Loretta. Cette dernière habite un appartement situé rue Galerie-Mollet, à Cayenne, à un pas et demi de l'indémodable place des Palmistes. Elle a vu, par l'entrebâillement de la porte, des blessures infligées à la jeune femme. Elle ne peut masquer son effroi. Tu dois porter plainte aussi, Loretta. Ce salaud, faut pas qu'il recommence. Tu ne peux pas comprendre, finit-elle par répondre. C'est juste une question de peau et de sang. Une réplique qui a inspiré la couverture de cet ouvrage de fiction. Une série de portraits de femmes et d'hommes qui côtoient au quotidien la violence, quel qu'en soit le degré. Il s'agit d'un processus. Ce sont des petites choses anodines, des petites paroles, des attitudes. Ce sont les mots, ce sont les gestes qui vont rabaisser l'autre au sein du couple. Ces attitudes ont une incidence majeure sur l'estime de soi. Clara Paillet, de son vrai nom, est juriste de formation. Université de droit de Toulouse et de Pointe-à-Pitre. En 2000, elle rentre en Guyane pour exercer un métier de conseillère juridique. Mais au-delà du droit, dès l'adolescence, elle emploie sa plume à l'écriture. J'étais plutôt déjà inspirée par l'univers culturel, donc tout ce qui tournait autour de la culture, la danse, l'écriture, le chant.
Voilà, je commençais déjà à écrire mes premiers textes. Si elle ne s'est pas lancée plus sérieusement dans l'écriture à ce moment-là, aujourd'hui, elle aide les jeunes écrivains à libérer leurs plumes. Je suis membre d'une association d'édition intitulée Association guyanaise d'édition qui travaille justement à la vulgarisation des auteurs locaux. De peau et de sang est disponible en librairie et sur le site internet edilivre.com. C'est la fin de ce journal local. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.